Alors, donc je suis Grégory, et voici Anaïs, et nous sommes un couple d'artistes, comme l'a introduit Vincent. Nous travaillons ensemble depuis 2003. Nous créons des œuvres interactives, essentiellement, enfin en grande majorité, dans lesquelles nous détournons les technologies pour créer nos installations. Anaïs vient des Beaux-Arts, moi j'ai un parcours multimédia, j'ai fait un master multimédia. J'introduis sur Sphéraléa. On va passer rapidement sur quelques premières œuvres, juste pour que vous compreniez quelles ont été notre démarche artistique depuis le départ, mais on va passer assez rapidement sur les premières pour vraiment intervenir plus sur la thématique plutôt axée sur le corps, du coup, et sur l'idée d'augmentation du corps. Sphéraléa a été une de nos premières installations les plus importantes. On l'a créée en 2004 avec cette idée de créer une œuvre dans laquelle les spectateurs pouvaient rentrer à plusieurs à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'image là en face, c'est beaucoup mieux. Et donc, dans cette installation, il y a une dimension performative et sonore et visuelle. En fait, les spectateurs sont invités à interagir ensemble dans un espace hémisphérique. Et il y avait déjà ce rapport avec un geste très simple. En fait, les ronds de couleurs que vous voyez au sol sont des capteurs de pression. Il y a des capteurs de pression en dessous. Et chaque fois qu'une personne appuie avec la main, elle lance dans l'espace tridimensionnel qui se trouve au-dessus de nous un objet. C'est un objet, en fait, c'est un environnement en 3D. Et cet objet se met à tourner en rond. Donc il émet une boucle. Et à chaque objet associé un son qui tourne lui aussi en boucle. Donc en fait, c'est une réflexion, c'est une œuvre qui apporte une réflexion sur la musique répétitive. On va comme ça lancer des boucles sonores qui sont à la fois visibles dans l'espace et que l'on peut entendre. Et à chaque rond est associé une forme et un son différents. Et il y a différents univers dans cette œuvre. À chaque fois, on peut changer d'univers sonore et d'univers visuel. L'idée forte dans nos projets, c'est à chaque fois d'associer les spectateurs, le public, de se retrouver ensemble dans l'œuvre. Il y avait quelque chose de très fort dans cette installation, dans l'idée d'être ensemble et de créer une performance ensemble, et de laisser la main, de laisser libre l'intervention du public aussi dans l'installation. Donc il y a une dimension sociale aussi qui est forte, qui est présente dans la plupart de nos installations. Voilà, je passe rapidement. Donc l'idée de performance sonore, visuelle, un espace intimiste dans lequel on se retrouve à plusieurs. Après cette œuvre-là, nous avons créé Alsos en 2006. Alsos, c'est une œuvre qui se présente sous la forme d'un espace qui représente une forêt, enfin une clairière, dans un espace fantastique. Alsos, ça veut dire bois sacré en grec. Et donc on est invité à explorer cette œuvre avec une lampe torche. On pénètre dans cet environnement dans lequel il y a une végétation un peu étonnante. Et dans cette végétation, il y a des fleurs luminescentes, donc c'est un travail avec la lumière noire. Et à chaque fois qu'on éclaire les fleurs avec une lampe, il y a à l'intérieur des fleurs un capteur de lumière, donc à l'intérieur du pistil des plantes. Et chaque fleur, en fait, a un son qui varie en fonction de l'intensité de la lumière. C'était une première œuvre avec une tentative d'hybridation entre éléments naturels et éléments technologiques. Et une œuvre qui se dévoile aussi sous l'action des spectateurs, avec un environnement sonore qui évolue sous l'action des spectateurs. Je te laisse introduire la suite, Anaïs. Donc, comme l'a dit Grégory, c'était notre première idée de vouloir hybrider un monde naturel avec la technologie. Mais
ce qui nous a vraiment intéressé, enfin, même si à travers cette œuvre, ce qui nous a plutôt intéressé, c'est après d'explorer cette notion du toucher et vraiment d'hybridation entre vraiment un objet naturel, un élément naturel et la technologie, et voir en fait de quelle manière il était possible de faire sentir ce qui est invisible. Donc la question du toucher s'est ensuite développée dans une œuvre qui s'appelle Acousmaflore. Mais juste avant, je peux introduire sur la notion d'invisible. En fait, on a développé, on s'appuyait sur la métaphore du nuage, en fait, qui est pour nous la métaphore de l'invisible. En l'idée qu'en fait, le nuage est un peu comme un processus en fait qui échappe à notre perception, qui est en constante évolution. Et en fait, on est entouré de nuages invisibles qui nous entourent, que ce soit des nuages électromagnétiques, des nuages climatiques, des nuages biologiques, et particulièrement un nuage microclimatique. Donc si on se met à l'échelle du corps, on peut imaginer que nous avons, nous aussi, un nuage qui nous entoure, qui est constitué de chaleur, d'humidité, de toxines, de nuages aussi électrostatiques. Et à partir du moment où on imagine que ces nuages sont en contact avec l'environnement, ou donc avec des éléments naturels, mais aussi avec d'autres humains, on peut imaginer que ces différents nuages se rencontrent, s'échangent des informations. Et à partir de ce moment-là, on peut finalement se rendre compte que notre corps est perméable. Et ce qui nous intéresse ensuite, ce que nous avons développé dans nos différentes installations, c'est de développer différents langages. Donc dans le cadre dans l'exemple des plantes que nous allons présenter juste après, imaginer un langage végétal. Donc essayer d'augmenter en fait ces relations qui se passent entre notre propre corps et un environnement social et naturel. Voilà. Vous voulez peut-être revenir sur la phrase de Le Breton sur le toucher. Vas-y, toi. Alors, l'introduction de cette phrase, c'était pour signifier qu'en fait, on perçoit le monde à travers le contact, le toucher, et que la plupart de nos œuvres mettent en avant cette relation au toucher, au contact et au corps, et à la fois à travers des contacts, différents degrés de contact. C'est ce qu'on va voir dans les installations qui vont suivre. En résumé. Alors, une œuvre qui est pour nous très importante, c'est une des installations qu'on a le plus exposées. Donc, elle s'appelle Acousmaflore. Elle se compose de vrais végétaux. Donc, en fait, c'est une œuvre constituée d'un jardin suspendu avec des plantes. Ce sont des vraies plantes vertes. Et nous invitons les spectateurs à caresser, toucher ces plantes, s'en approcher. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de technologique qui est visible ici. Et en effet, rien de technologique n'est visible directement. Par contre, chacune de ces plantes en fait, est interconnectée. Oui, c'est vrai, il faut que je regarde là. Et chacune de ces plantes émet un son, émet un caractère sonore, en fait, en fonction du contact du public. Je vais vous montrer une petite vidéo, ce sera plus explicite. Hop, celle-là. Alors là, c'est Anaïs qui est en pleine interaction avec les plantes. Donc chacune a un caractère différent. C'est une œuvre qui réagit grâce à l'influence du corps électrostatique, en fait. Suivant la qualité du toucher, si on s'approche plus ou moins près, si on touche plus ou moins fortement les feuilles, ou les différentes feuilles, ou les tiges, n'importe quelle partie vivante de la plante, le son va varier en tonalité et en densité, parce que c'est des systèmes de polyphonie qui sont associés à cette œuvre, donc en fonction de la qualité du toucher. Alors il y a des plantes qui... Celle-ci, elle ronronne par exemple, si on la caresse doucement, elle va avoir tendance à plutôt crier si on la touche plus fortement. En fait, on s'intéresse à la manière dont le son peut aussi avoir une influence sur le spectateur. Donc son pouvoir de rétroaction en fait.
et de quelle manière il va pouvoir influencer la relation que l'on a avec la plante. Après, ce qui nous intéresse aussi dans cette œuvre, c'est de voir de quelle manière la plante, elle s'empare et comment elle vit en fait avec la technologie. C'est-à-dire qu'en fonction des environnements où elle la présente, en fonction des moments de la journée également, elle ne va pas avoir forcément la même manière de réagir, la même sensibilité. Nous aussi, nous sommes tous différents, nous n'avons pas toujours la même énergie, et donc on joue sur cette imprévisibilité qui est liée au vivant. Ça nous intéresse de voir de quelle manière elle va réagir en dehors de notre contrôle. Donc en fait, c'est une œuvre qui utilise la technologie, mais comme dans toutes nos hybridations entre nature et technologie, la technologie, elle disparaît au profit d'une relation, d'une émotion qui va être générée chez le spectateur. Et aussi autre chose, donc le vrai capteur dans cette installation, c'est la plante. Si elle meurt, en fait, elle ne chante plus. Donc il y a une relation aussi très fragile et délicate qui est engendrée dans cette œuvre. Voilà, ce qui est le plus important, finalement, tu l'as dit, c'est la relation au public. Et ce qu'elle tisse comme émotion immédiate chez les spectateurs. Bon, on va passer rapidement. Il y a eu plusieurs déclinaisons de cette œuvre. Il y en a Faunofolium, Faunofolia, avec des arbustes. Faunofolia dans un espace. Donc c'est une œuvre, c'est un 1% artistique à Albertville. Donc de manière pérenne. On passe. Lumifolia, qui a été présenté à l'aéroport Charles de Gaulle, pareil, dans le cadre d'une commande artistique sur une durée de quelques années. Avec cette fois une dimension à la fois une rétroaction sonore et aussi lumineuse. Les soleils de lumière qui se trouvent en face de l'œuvre s'illuminent en fonction de la relation sonore. Le son évolue, la lumière évolue en fonction du son. On a aussi Domestic Plant. Donc Domestic Plant, c'est une plante qui est attachée en laisse et qui est à la fois dans un état de domestication, qui est entre un état de domestication et un état sauvage. Et donc elle est mobile. Donc parfois elle se laisse caresser, parfois non. Elle tire énormément sur sa laisse pour pouvoir s'enfuir. Et donc elle crée aussi une autre mise en scène à la fois dramatique et comique pour les spectateurs. Un petit extrait de Domestic Plant, parce qu'elle est très drôle. Donc c'est à la fois comment dire, elle est à la fois en fait un animal, elle est entre un animal, une plante et un objet technologique. Donc elle est entre plusieurs états et c'est pas toujours évident pour elle. Donc ce qui nous intéresse en fait dans ce type d'œuvre, c'est de tisser, de créer des situations où il y a des comportements possibles avec les spectateurs. Et le fait de donner une animalité comme ça, cette plante qui est capable d'attaquer, elle peut en fait, on prévient les spectateurs, elle peut mordre les pieds parfois. Elle peut foncer sur les pieds. Si on est en tongs, ça peut vraiment faire mal. On l'a déjà testé en chaussettes, ça peut vraiment faire très mal. Donc on prévient le public. Donc parfois elle s'enfuit, elle attaque. Et en fait ce qui est très étonnant, c'est que les spectateurs l'approchent vraiment comme un petit animal, comme un petit chien. Ils la caressent, ils en ont pris soin pendant toute la durée d'exposition aussi. Voilà, elle crée des liens forts avec les publics. À plusieurs heures comme ça, on va passer.
parle de Kima-Petra. En fait, nous avons après les plantes, nous avons travaillé sur différentes formes d'hybridation entre nature et technologie. Donc nous avons notamment travaillé avec les pierres, avec le bois, avec l'eau. Et ici, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Kima-Petra, où nous proposons une relation sensible avec les pierres et où chacune des pierres va produire une fréquence sonore, donc visible dans le bassin qui se trouve en face. Donc c'est une œuvre qui est plutôt méditative, parce que nous sommes au sol et les sons sont se ressentent à travers le corps également. En fait, il y a chaque fois qu'on touche une pierre, il y a un son qui est émis à l'intérieur du bassin. Il y a une enceinte vibrante en fait qui est dans l'eau, qui est plongée dans l'eau. Et chaque pierre va être comme une antenne en fait qui va capter aussi notre énergie électrostatique. Et c'est une œuvre sonore, mais ce qui nous a intéressé, c'est de voir ce que le son pouvait produire dans la matière liquide. Donc, suivant les fréquences impulsées, on a différentes formes d'ondes qui sont visibles à la surface de l'œuvre, en fait, de l'eau. Et en effet, la position du corps est importante, comme ce sont des sons de basse. On ressent vraiment, en étant assis au sol, en étant les mains contre la pierre, en contact avec la pierre, en approche, on ressent vraiment le son à travers le ventre. Voilà, et la position était pour nous importante par rapport au ressenti qu'on voulait donner dans cette installation. Donc ça, c'est quelques photos des différentes ondes de surface. Je vais vous montrer un court extrait. Alors la vidéo est un peu pixelisée. Normalement, c'est un peu mieux que ça, en réalité. Là, la compression de la vidéo n'arrange rien. L'œuvre est en face souvent, on essaye de mettre cette œuvre en face d'un paysage, parce qu'on aime voir le paysage qui se modifie, qui se transforme, aussi le reflet, en fait. Vous allez voir que les miroirs sont assez présents dans nos installations, et ici, c'est l'eau de l'œuvre qui joue le rôle de miroir, qui se déforme. La relation à la pierre aussi est très délicate. On n'a pas forcément besoin de toucher, simplement d'être en approche, d'être vraiment très proche de l'installation. On va passer à la suite. Après Kima-Petra, nous avons voulu continuer à créer une relation à l'élément liquide. Donc nous avons créé Fluide. Donc Fluide est une œuvre qui se présente, qui est aussi circulaire. Vous allez voir que le cercle est assez présent dans nos créations. Le cercle parce qu'il nous permet toujours de rassembler les spectateurs autour de l'œuvre, autour de l'idée d'être ensemble autour de l'installation et de performer ensemble. Donc c'est une table de verre avec des vasques, des petites vasques, il y en a 4. Elles sont remplies d'eau. Il y a un système de vidéoprojection par en dessous et non pas par au-dessus, comme certains peuvent le croire parfois. Et chaque fois que l'on touche, qu'on effleure l'eau, il y a cette énergie lumineuse et sonore qui s'en échappe, comme une extension du corps, une extension de la main. Un petit extrait aussi. Donc c'est aussi une œuvre très méditative. Il y a dans nos installations toujours l'idée, le désir de proposer des œuvres qui donnent à entendre ou à visualiser cette influence invisible du corps.
parler de Matière sensible. Oui. Matière sensible, c'est une œuvre qui a été réalisée avec du bois, donc une feuille de bois. Donc il y a ici un travail de marqueterie interactive que nous avons développé et où nous associons en fait chaque veine du bois à un son. Donc il y a cette idée de vouloir proposer au spectateur une relation avec une sculpture qui est très minimale en fait, donc c'est vraiment une simple feuille de bois et qui peut s'apparenter, qui peut rappeler aussi l'instrument comme la harpe, mais où il s'agit de jouer non pas avec des cordes mais avec les veines du bois. Et où là aussi, l'idée, c'est de travailler sur une relation très sensible, délicate, évolutive en fonction du toucher. C'est-à-dire que si on effleure ou que l'on s'approche des veines du bois, le son va être beaucoup plus dans les graves, mais si le contact avec la veine de bois est beaucoup plus important, beaucoup plus appuyé, le son va être beaucoup plus aigu. On pourra montrer une petite vidéo après, mais en fait, nous avons aussi fait une version avec une dimension lumineuse et avec des matières vidéo, et où chaque veine de bois va correspondre un son et une image, en fait, une matière vidéo qui va évoluer au cours du temps. Donc ce qui nous intéressait, c'était aussi de jouer sur la transparence du bois. Donc il s'agit à la fois d'une marqueterie interactive sonore, mais aussi visuelle, où la transparence du bois, si on regarde cette feuille de bois, la lumière, il y a absolument tout qui reste invisible. Ouais. L'idée de cette œuvre aussi, comme dans la plupart, en fait c'est comme quand on interagit avec l'installation. Oui, on va lancer une vidéo en même temps. Alors il y en a deux. Il y a celle qui est... Non, l'autre, la première. La première ? Oui. C'est bon ? D'accord. L'idée, c'est d'avoir... L'œuvre est en sommeil, et elle se révèle d'un point de vue, là, sonore, uniquement, en fonction du contact de l'autre. Alors Anaïs a parlé de marqueterie interactive, c'est quelque chose qu'on a aussi inventé, développé. On crée beaucoup de dispositifs particuliers pour nos installations. On invente pas mal. Donc là, suivant les zones qu'Anaïs caresse, les sons évoluent en fonction de ce rapport au toucher, au contact. Alors notre approche du son est très... Nous travaillons plutôt des sons organiques. Nos œuvres ne sont pas vraiment des instruments de musique. Nous ne sommes pas des musiciens d'ailleurs, nous sommes plasticiens et nous avons une approche du son qui est très, très intuitive, très plastique. Est-ce qu'on montre l'extrait avec la vidéo ? Rapidement. Comment ? Alors ça c'est une autre version avec en fait il y a un vidéoprojecteur derrière. Et on révèle une mémoire cachée dans le bois. Donc ce sont des travelling d'arbres filmés qui se révèlent. Et disons qu'on se rend beaucoup plus compte ici dans cette vidéo les zones actives. On perçoit mieux on visualise mieux ces zones en fait.
Alors, je passe vite, parce que le temps file. Nous avons du coup créé une autre œuvre avec cette matière de bois très fine. Cette installation s'appelle Écorce. L'interaction ici est réalisée. En fait, on travaille sur la chaleur. Donc, il y a une caméra thermique en fait qui est derrière la feuille de bois, qui n'est pas visible. Et à chaque fois que le spectateur, en fait, c'est une œuvre où on invite les spectateurs à prendre le temps. Si on va trop vite dessus, il ne se passe rien. Il faut prendre le temps de poser sa main, de laisser une trace de chaleur. Et lorsqu'on retire la main, on révèle aussi une mémoire cachée dans cette feuille de bois. Cette mémoire est à la fois sonore, puisqu'il y a différentes zones sonores qui se révèlent dans l'installation. Et on réveille l'œuvre. Il y a des yeux qui apparaissent, ces yeux s'ouvrent et se ferment. Et oui, je voulais rajouter. Je voulais dire, en fait, écorce, nous l'avons appelé écorce pour faire référence à la fois à la peau de l'arbre, mais aussi à la peau du corps. Et l'idée de pouvoir explorer cette feuille de bois, c'est à un moment donné explorer ces différentes couches successives, donc à la fois physique et psychologique. Nous sommes constitués de différentes couches, donc à la fois physique mais aussi psychologique, comme un arbre en fait d'une certaine manière. Et l'exploration de ces différentes zones avec la chaleur du corps va créer comme une forme de foyer de chaleur humaine qui ne peut s'activer que sous l'interaction de notre corps finalement. Et donc plus nous allons laisser une trace de chaleur, plus nous allons révéler en fait de couches de matière visuelle et sonore. Et c'est pour ça qu'au départ il y a simplement par exemple cette première matière vidéo qui est très incandescente, très jaune, très orange, mais progressivement, si on laisse vraiment beaucoup plus longtemps notre main sur la feuille de bois, elle va révéler justement cette partie plus humaine, plus sensible, plus fragile, qui correspondent aux yeux dans cette œuvre. Et le rapport au temps est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en même temps que la chaleur va s'évaporer, là par exemple, on voit très mal ici, regardez plutôt les écrans télé. Donc chaque zone révélée va dévoiler une sonorité qui va s'évaporer en même temps que la chaleur va s'évaporer. Donc il y avait aussi ce travail sonore qui nous intéressait. Et c'est aussi une œuvre pour rappeler le corps. On peut aussi interagir avec le souffle chaud. Voilà, donc petit à petit, tout s'évapore et les sons disparaissent lentement. Bon, la vidéo est plus longue que ça, mais on va arrêter là. Là, on dessine avec la chaleur. Bon. Mais je passe. Light Contact, c'est l'œuvre la plus représentative de notre démarche vis-à-vis de l'interactivité. Light Contact, en fait, elle est pour nous en fait une œuvre médiateur, c'est-à-dire qu'elle va vraiment créer du lien entre des personnes qui se connaissent pas forcément. Il faut forcément être, si on est tout seul, en fait, il se passe rien. Il faut forcément être au minimum 2 dans cette installation. Alors, elle se présente sous la forme d'un piédestal avec juste une bille toute simple à son sommet. Donc, il y a une première personne qui pose sa main sur la bille. Si elle reste seule, il ne se passe absolument rien. Si elle se touche elle-même, il ne se passe absolument rien. Il faut forcément qu'elle rentre en contact avec une deuxième personne. Donc, elle peut toucher sa main, sa peau, sa joue. Il peut se passer plein de choses en fait entre les spectateurs. En fait, on invite à toucher la peau. On invite à toucher la peau, voilà. Et cette interaction va créer un son et une lumière qui va évoluer en fonction de ce contact électrostatique.
Donc on joue aussi sur ces degrés de proximité, c'est-à-dire qu'en fonction de l'approche que l'on peut avoir du spectateur, le son va être plus ou moins ténu, plus ou moins intense, de la même manière que dans l'espace public ou en fonction du contexte où on se trouve, que ce soit dans une entreprise, peu importe. On a des rapports avec les uns et les autres qui sont différents, en fonction des cultures également. Donc on joue aussi sur cette proximité sociale. D'ailleurs, je parlais au début de nuages de nuages microclimatiques. Ici, on pourrait plutôt parler de nuages proxémiques, pour reprendre l'expression de Edward Thiault, donc qui est un anthropologue, et où finalement, on joue de ces distances, de cette intimité, de cette approche qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Alors, ce qui nous a intéressé dans cette œuvre aussi, c'est de créer différents comportements sonores. On entend beaucoup. Tu voudrais pas montrer l'autre ? Oui. On entend moins, parce qu'on entend beaucoup le son de la rue dans celle-ci. Tu veux laquelle ? La toute première de Light Contact, peut-être. D'accord. Parce qu'on entend trop le son de la rue. Ok. Dans celle-ci. Ouais. Pardon, je voulais pas te couper. Non, je sais plus ce que je disais. Oui, l'idée c'était de travailler sur différents comportements sonores, différents scénarios sonores, qui sont pour nous autant de manières de jouer sur l'approche de l'autre ou sur la manière dont on va avoir envie de toucher l'autre, sur la qualité du toucher. C'est-à-dire que si le son généré va par exemple être un instrument de musique, ou comme proche du piano, ce son-là va nous inviter à vouloir toucher le corps de l'autre, à le pianoter comme s'il était lui-même un piano. Ou au contraire, si c'était un son plus agressif, plus percussif, ou au contraire plus doux, va changer peut-être notre manière de caresser ou de rentrer en contact avec l'autre. Alors là aussi, on joue sur les sur l'imprévisibilité qui est liée au vivant, c'est-à-dire sur la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une énergie électrostatique plus ou moins importante. Et ça, on ne le sait pas. Et on ne sait pas forcément pourquoi. Et alors évidemment, si on est plus nombreux, si à un moment donné, les énergies des uns et des autres s'ajoutent. Et le son monte en intensité, en tonalité. On a dit que c'était une œuvre comportementale qui générait plein de comportements chez les spectateurs. Il y a une 60aine de scénarios sonores différents. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, c'est une œuvre qui propose, dans la plupart de nos installations, on propose des rituels d'interaction. Donc, pour que les spectateurs sachent comment interagir avec l'installation, il y a un dessin et un petit texte très simple qui explique ce rituel-là, c'est-à-dire poser sa main, respirer et toucher quelqu'un d'autre. Et donc il y a plein de performances improvisées qui se créent comme ça avec les publics. En fait, c'est une œuvre que nous l'avons développée en fait en version urbaine, c'est-à-dire que nous l'installation dans l'espace public. Et en fait, elle prend tout son sens dans l'espace public. Parce que justement, c'est un endroit où les gens ne se touchent pas forcément, mais où il faut forcément aller à la rencontre de l'autre pour vraiment sentir cette interaction. Et donc, dans ce cas-là, l'installation, elle est la plupart du temps devant un bâtiment qui
qui a toujours une architecture un peu particulière, mais que l'on met en lumière. Donc en fait, ce simple contact entre deux personnes va à un moment donné pouvoir aussi illuminer un énorme bâtiment et créer pour le même coup une émotion vraiment très très forte au sein de cette relation. Donc elle a été énormément présentée dans le cadre de Nuit Blanche avec des centaines de personnes qui à un moment donné avaient juste envie de se rassembler les uns avec les autres. Et donc cela crée en fait une émulsion, des chaînes humaines absolument impressionnantes. Et ça c'est un extrait, c'était exposé devant le mixeur en fait, à la Cité du Design. C'est tout le bâtiment du mixeur qui s'éclaire et qui éclaire les spectateurs. Elle a été exposée pendant 1 mois en extérieur. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que cette installation, elle est exposée dans de nombreux pays où l'approche du toucher est forcément différente. Entre la France et la Chine ou le Canada, on n'a pas du tout les mêmes rapports au toucher. Mais du fait qu'il y ait un rituel de mise en situation, eh bien, les gens se touchent. En Chine, normalement, les gens ne se touchent absolument pas. Mais les gens se touchaient absolument avec une manière de faire qui était quand même très, très propre à leur culture, mais ils se touchaient. Alors ça c'était Light Contact. Bon là je vais passer. Est-ce qu'on parlerait de... Non, on revient après sur escale tactile. Comme tu veux. Bon, on va y revenir après. Donc l'idée de Light Contact, c'est l'idée de la rencontre physique, réelle, concrète. L'idée de tisser un lien physique à travers une œuvre. Et pendant très longtemps, on s'est refusé on utilise la technologie, mais pendant très longtemps, on a refusé d'utiliser l'écran. Voilà. Ça n'est arrivé que très tardivement, en 2013, avec une œuvre qui s'appelle Rencontre imaginaire, parce que cette installation, en fait, on estime que l'écran est quelque chose enfin, on l'utilise souvent, tout le temps. C'est quelque chose qui nous permet de communiquer à travers le monde. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous rend complètement hermétique à ce qui se passe autour de nous. Enfin, vous savez, à travers les smartphones, etc. Rencontre imaginaire, c'est une œuvre où on est face à un écran. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que justement de pouvoir tisser des rencontres imaginaires, virtuelles avec le public. Tiens, je vais lancer une vidéo. Ah bah tiens, la dernière... Non, mais celle-ci, elle est très... Non, celle-ci. Ah oui. Celle-ci, la dernière, là. Donc ça, c'est une version toute récente de cette installation qui est exposée actuellement à Surrey. C'est à côté de Vancouver. Donc l'œuvre se trouve dans l'espace public. Comme c'est dans l'espace public, normalement, il n'y a pas ces phrases-là. Mais là, comme on est dans la ville, dans la rue, pendant des mois et des mois, il y a des phrases qui arrivent de manière... soit en français, soit en anglais, il y a plusieurs langues, qui invitent les spectateurs à s'approcher du bâtiment et à venir interagir avec l'installation. Donc c'est un système avec une caméra, on se voit en énorme, du coup, sur cette façade qui doit faire presque 10 mètres de long. Plus que 10 mètres de long. Oui, je n'ai plus les tailles en tête, mais elle est très très grande. Et il y a des personnages, des mains qui arrivent de part et d'autre, à gauche et à droite des spectateurs. Il y a un système, c'est avec une caméra Kinect. C'est une caméra qui nous permet de savoir exactement où se trouve le spectateur dans l'espace et qui permet à l'image d'interagir véritablement. C'est un contact virtuel, en fait.
Mais ce contact virtuel, ce qui nous intéresse, c'est que ce contact virtuel va vraiment générer des réactions physiques réelles chez les publics, chez les spectateurs. Alors, par exemple, quand il y a des personnages qui dansent autour de nous, ils peuvent donner envie à la personne de danser. Et alors à chaque fois qu'on s'éloigne, ces personnages repartent. Et de nouveaux personnages arrivent à chaque fois qu'on s'en approche à nouveau. Et c'est aussi une œuvre comportementale qui varie. On peut venir se faire brosser les dents. L'idée, c'était de proposer, en fait, donc ce sont des vraies personnes que nous avons filmées, et nous avons cherché à faire en sorte que tous ces comportements soient différents, qu'il y ait des comportements qui soient très, très entreprenants, ou comiques, ou parfois complètement farouches, donc qui sont autant de comportements que l'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Avec un fer à repasser, par exemple. Qu'on croise dans la vie de tous les jours. Tous les jours, vous voyez un fer à repasser qui approche de votre tête. Donc voilà, donc c'est une œuvre qui met en scène aussi les spectateurs d'une autre manière. Et l'écran est présent, mais là, l'écran ne nous isole pas du tout des autres, au contraire. Après, on a choisi quand même le noir et blanc d'un point de vue esthétique, mais aussi pour vraiment créer une distance entre les réels et la fiction. C'est ça. Et puis surtout, quand on se voit en noir et blanc, tout le monde se trouve généralement beau en noir et blanc. Enfin, c'est plus facile d'accepter son image, son visage. Et de pouvoir du coup se détacher de son image pour pouvoir véritablement jouer aussi avec les personnages qui arrivent à droite et à gauche. Et c'est une de nos rares œuvres muettes. Oui, il n'y a absolument aucun son. Comme dans le cinéma muet en noir et blanc. Voilà, on est très content de vous montrer cette vidéo, puisqu'on l'a réalisée il y a pas longtemps, ce petit teaser là en fait. Bon, on va passer à la suite. Alors ça, c'était Rencontre imaginaire. Alors Métamorphie, donc c'est une œuvre qui... je peux peut-être lancer la vidéo en même temps. C'est plus simple. C'est plus simple. Celle-ci. Ouais. Hop, pardon. Alors, Métamorphie est une œuvre qui invite aussi au contact, au toucher, à l'approche. En fait, c'est un tissu semi-transparent, extensible. Qui est comme une seconde peau ici. Voilà, qui est pour nous aussi comme une seconde peau. Il y a aussi dans cette œuvre un rapport aux éléments naturels. Vous avez vu qu'on a beaucoup travaillé sur des hybridations entre éléments naturels et technologiques. Là, les éléments sont visibles en images. On traverse les éléments, on traverse l'eau, l'air, et puis on arrive au feu. Et on est aussi sur une interaction sonore. Et le son a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je crois pas. Ah si, j'ai fait ça. Ah, c'est mieux là. Je crois qu'on a un bon système dans ça. Qu'est-ce que je disais sur le son. Alors, c'est un paysage sonore en fait. On explore un paysage sonore. Suivant les zones que l'on va dévoiler, révéler, différentes nappes de son vont pouvoir être entendues. Du miroir encore. En fait, Métamorphie, c'est aussi une invitation à plonger dans son propre reflet. Alors, juste en face derrière cet écran circulaire, il y a un miroir qui renvoie en fait notre image et ces matières vidéo. Donc il nous permet en fait de superposer et les matières vidéo et notre propre visage. Et c'est effectivement cette invitation à plonger dans notre propre reflet.
Pulsation. Pulsation, tu veux parler de Pulsation? Oui. Alors, Pulsation est une de nos œuvres les moins technologiques, mais qui parle tout autant d'un rapport très symbolique entre notre corps, entre le corps humain et celui de l'arbre. Donc dans cette œuvre, il s'agit simplement de venir poser son oreille contre l'arbre et d'en ressentir ses vibrations. Alors c'est une œuvre que l'on entend que l'on ne ressent d'ailleurs, que quand on est en contact avec l'arbre. C'est-à-dire que même si on est juste à côté, on ne l'entend pas, on ne la ressent pas. Donc on ressent un... Tu l'as pas dit? Pas dit quoi? Ce qu'il y avait. Non, mais j'allais le dire. Ah bon, d'accord. Et donc lorsque l'on colle son oreille contre l'arbre ou ses mains, on ressent et on entend en fait un cœur humain qui bat, tout simplement. Et donc on le ressent dans les doigts. Et c'est une œuvre qui est très, très simple, mais qui génère en fait une émotion très très forte chez le spectateur, parce qu'elle crée vraiment un miroir symbolique entre notre propre corps et celui de l'arbre. Alors, en fait, quand la première fois que nous avons fait cette œuvre, c'était dans le parc Jean-Jacques Rousseau, à Rémononville. Et donc, on s'est inspiré aussi de ce que pensait Jean-Jacques Rousseau vis-à-vis des arbres. À savoir que pour lui, le vent, c'est le cœur externe du végétal. C'est lui qui vient faire battre, qui active en fait son cœur. Et c'est de là que nous avons eu envie de créer ce miroir symbolique entre le corps humain et l'arbre. En fait, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y avait quand même un système de diffusion. Non, mais ça, on s'en fiche. Non, mais si tu leur dis pas, ils ne vont pas comprendre. C'est pas le plus important. En même temps, quand dans cette œuvre, la technologie est absolument cachée, on ne voit rien. En fait, on voit un arbre tel qu'il est dans la forêt. En fait, on pourrait passer à côté et ne même pas savoir qu'il s'agit d'une œuvre. C'est l'œuvre la plus invisible que l'on ait jamais réalisée. Oui, mais si tu leur dis pas qu'il y a un système de diffusion sonore quand même qui est particulier, qui est en haut de l'arbre, ils ne vont pas comprendre. C'est pas grave. Donc il y a un système de diffusion sonore particulier qui nous permet de mettre l'arbre en vibration. Mais le son ne s'entend que quand on est en contact physique avec l'arbre. En étant... C'est à quelle heure déjà? 5 minutes. À écart, c'est ça? Je croyais que c'était la demi alors. Ça va aller, on va aller très vite, on va vite juste finir. Peut-être qu'on peut juste finir sur escale tactile, puisqu'on est sur la relation au corps augmenté. Escale tactile est une création que l'on a fait avec une compagnie de danse et qui est une extension de Light Contact, mais pour un spectacle de danse. Je vais lancer le 5 minutes. En fait, dans cette installation, on a créé... donc, il y a un espace sur lequel les spectateurs, les danseurs, le couple de danseurs peut interagir. Comme un ring, d'ailleurs. Comme un ring. Et en fait, les vêtements sont interactifs. En fait, il y a des parties du corps, du vêtement de la danseuse qui réagit au contact, à la qualité du contact, de la caresse à la percussion, ou à la pression plus forte. Et nous avons réalisé ça avec des tissus conducteurs. Voilà, ce ne sont pas du tout des capteurs de pression, ou des flexomètres ou des choses comme ça. Mais c'est une œuvre qui permet vraiment de travailler de la même manière qu'avec l'installation Light Contact, c'est-à-dire travailler sur la relation de corps à corps, et la qualité du toucher. Donc en fait, ce spectacle de danse parle de la métamorphose en fait, d'une rencontre entre un homme et une femme. Donc il y a différents tableaux sonores dans cette œuvre. Enfin, le premier là est très clair en fait. Chaque fois qu'il y a de contact de... Le deuxième avec les percussions, il est très clair aussi. Même plus clair. Après celui-là. Je vais venir mettre 5 minutes. Tu sais où il est.
Donc là, tout ce qui est son et lumière est créé en temps réel en fonction du contact entre les danseurs. En fait, ces sons et lumières sont une extension finalement des émotions qui peuvent être générées chez les danseurs au cours de cette performance. Moi j'aimais mieux le début. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que sinon 5 minutes ça va être. C'est déjà passé. Ça passe vite. Alors, bon voilà, donc on a plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? En mettant sur caméra à Cosmoflore, vous avez dit que ça réagissait donc au corps électrostatique. Et du coup, je me demandais, donc la technologie qui est utilisée, c'est des capteurs particuliers, j'imagine, mais comment se fait vraiment la communication plante-toucher, quoi, en fait, au final ? Alors, oui, c'est des choses qu'on a développées nous, en fait. Donc ça nous permet de créer des choses originales, en effet. En fait, ce qu'il faut comprendre, donc on crée une sorte de sonde qui nous permet de capter, de percevoir ce que perçoit la plante. L'énergie de la plante, sa production électrostatique, elle va varier en fonction de différents paramètres. Notre corps a une influence électrostatique sur cette plante. Donc ça, c'est ce qu'on perçoit, c'est l'interaction immédiate et concrète qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que la plante, elle a aussi sa propre production qui va dépendre, qui va varier aussi déjà de l'environnement dans lequel on va la placer. Il y a l'influence électromagnétique du bâtiment, par exemple. Et la lumière du soleil va aussi avoir une influence sur les végétaux, etc. Ce qui nous intéresse dans ce type d'œuvre, c'est de travailler avec le vivant. D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse dans l'idée même de travailler avec des spectateurs. C'est de travailler avec cette relation au vivant, cet aléatoire qui est lié au vivant, au comportement, mais aussi au comportement d'une plante. Et du coup, donc vous avez créé un système particulier, un capteur particulier qui vous permet de recevoir ces données à un point précis. Oui, on perçoit ça, c'est comme on sonde ça, en fait, d'une certaine manière. Il y avait d'autres questions de personnes derrière ? Oui. Et actuellement, vous travaillez sur quoi ? Quelles sont la suite de vos projets On en a beaucoup là en ce moment en chantier. Parce qu'on a prochainement une expo importante, on doit créer plein de nouvelles œuvres. Notre prochaine hybridation est avec le cuir. Voilà, on est en train de travailler sur une œuvre qui met en relation le cuir. La peau de l'animal. La peau de l'animal. Oui. Une question par rapport à Live Context. Est-ce que les réactions de l'appareil, enfin, je veux dire les boucles qui sont enregistrées, peuvent vous donner une idée de ce que ressent la personne, c'est-à-dire des émotions ressenties, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi pour un projet ? Alors, dans cette œuvre, en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir comment le son, la proposition sonore,
et lumineuse, colorée, parce que la couleur a aussi une incidence, va générer un comportement, provoquer une réaction chez le spectateur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une appropriation du public. C'est-à-dire... en fait, ils savent justifier les sons qu'ils entendent. Aussi. Ça provoque une humeur et ils se retrouvent dans cette humeur-là. Mais c'est une question récurrente. En fait, les spectateurs nous demandent toujours « Ah, j'ai ce son-là, est-ce que ça veut dire que je suis en bonne santé ?» Alors, on leur explique que c'est à eux de trouver une résonance par rapport à ce son-là. Il n'y a que qui le savent, qui savent répondre à cette question finalement. Voilà. En tant qu'artistes, nous ne sommes pas là pour faire un diagnostic des publics. Ça n'est pas le but. Par exemple, il pourrait y avoir l'idée de projeter l'émotion du spectateur, parce que je ne sais pas s'il est nerveux ou s'il est plutôt heureux ou en colère, ou avec des paramètres colorimétriques. On n'est pas dans cette analyse-là. D'abord, on n'a jamais essayé de le faire. Peut-être qu'il y aurait des possibilités de le faire. Aujourd'hui, par exemple, alors peut-être pas avec ces technologies-là, mais avec la reconnaissance faciale, on peut savoir, aujourd'hui c'est très poussé, on est capable de savoir si une personne a tendance plutôt à sourire, ça va très loin. Donc on pourrait peut-être essayer de comprendre quelle est l'émotion visible sur le visage d'une personne. Mais c'est pas le but, c'est pas le but de cette installation. Oui. J'avais une question par rapport justement au rendu sonore quand il y a contact. C'est un son qui fait très électronique justement, je trouve. Et du coup, quel est votre discours par rapport à cela? Parce que quand par exemple il caresse les plantes, on sent bien sûr, comme vous disiez, l'intensité, la différence de qualité de toucher, mais c'est un son qui est électronique. Alors est-ce que ça serait un son que nous on n'entend pas, qui est latent, un son qui nous serait inaudible et que vous rendriez audible, ou est-ce que c'est des sons que vous créez en dehors de ces questions-là? Il y a une inadéquation entre le naturel en quelque sorte et le son que vous créez. Alors, en fait, il y a une 60aine de scénarios sonores différents. Oui, non, mais au départ, il y avait Light Contact. Donc peut-être dans les extraits que vous avez entendus, vous avez eu le sentiment que c'était très électronique, mais il y a vraiment plein de couleurs sonores différentes, il y a plein de choses différentes. Il y a des choses qui peuvent évoquer des univers électroniques, il y a des choses plus percutives, il y a des sons de piano, c'est très concret, c'est des vrais sons de piano à la base. Donc il n'y a pas que des sons électroniques, en fait. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et l'autre question, c'était... Pour les sons d'Akousmaflore. Pour les sons d'Akousmaflore, c'est une proposition sonore. C'est-à-dire que... donc là aussi, c'est des extraits courts. Vous n'avez pas le panel de toutes les sonorités possibles. Ça a été enregistré avec une caméra de micro, donc c'est pas... Il manque plein de graves, il manque plein de textures plus intéressantes que ce qu'on peut retransmettre comme ça. En plus avec la compression de la vidéo qui est faite pour être sur le web. C'est une proposition sonore, c'est un choix artistique de donner tel ou tel caractère à telle ou telle plante. On regarde la plante, on regarde la physionomie de la plante et on décide de lui attribuer un son plutôt fluet, si elle a l'air fluette avec des petites feuilles et qu'elle a des fleurs, plutôt grave si elle a plein de grandes feuilles et que c'est un... Voilà. Non, tu voulais rajouter autre chose? Bah oui, non, c'était ça. En fait, l'idée, c'était de proposer. C'est une proposition d'un langage végétal. Et quand on a cherché ces sons, forcément, c'est tourné du côté de l'animal. Mais bon, c'est un animal qui est... On est à la fois dans un univers sonore proche de la nature, mais qui est quand même effectivement rendu abstrait. Donc, on est entre les deux. Mais quand même proche d'une forme d'animalité. C'est peut-être le côté capteur, c'est-à-dire que ce que vous captez, c'est unidimensionnel.
On est bien d'accord. C'est une enveloppe d'amplitude à partir de laquelle vous allez aussi proposer une interprétation sonore. Oui. Parce que, donc, et c'est pas une analyse complexe un signal complexe de la plante qui va en traduire un son. Ah d'accord, pardon. Ah oui, d'accord. Ok, c'était ça la question, oui. Après, effectivement, on n'est pas dans du on-off dans nos installations et c'est ce qui nous intéresse. Non, mais il a parlé d'enveloppe. Oui, d'enveloppe. Oui, mais du coup, je rebondis aussi sur cette idée qu'effectivement, nous, on aime travailler sur l'épaisseur d'un toucher. Bien sûr. Et vous captez une amplitude enveloppe. Et une enveloppe, et c'est ça. Vous générez une composition musicale Exactement. qui peut être complexe dans le temps, en fonction de la durée, de l'intensité. Oui. C'est ça. Oui. En fait, dans Raconte l'imaginaire, j'ai l'impression que c'était le seul dispositif qui éloignait les gens, mais peut-être j'ai mal compris en fait. Qui éloigne les gens? En fait, la personne est projetée sur le mur, en fait, c'est ça. Mais du coup, en quoi vous aviez dit que ça rapprochait parce qu'il y avait des images imaginaires, et j'ai pas compris pourquoi ça rapprochait vraiment en fait. Non, C'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu narcissique dans le fait où on est projeté fois je sais pas combien sur un mur d'un monument ou d'un musée. Alors, celle-ci est très grande. On vous a montré la plus grande, en fait, mais il y a une version... la version donc, classique est simplement sur un écran. Donc, on est à la même échelle. Ouais. Après, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, ce que l'on essaye de faire avec Rencontre Imaginaire, quand on la présente, c'est de proposer des ateliers de captation en amont. Et où en fait, c'est le public, où en fait, ce sont des personnes qui habitent, enfin, qui sont dans le lieu ou qui habitent le lieu ou la ville, qui viennent se faire filmer et qui deviennent ensuite les propres personnages virtuels, qui s'ajoutent en fait à la base de personnages virtuels que l'on voit dans l'installation. Oui, c'est ce que j'ai pas dit là sur la vidéo que vous avez vue. En fait, ce sont des habitants en fait qui interagissent. Ce sont des habitants qui ont été filmés en amont en fait. Et ce que j'expliquais, en fait, la critique de l'objet qui éloigne, qui nous isole. Je dis pas que c'est l'œuvre qui nous rapproche le plus. C'était juste Tu parlais de l'écran. Je parlais de l'écran de manière générale. Aujourd'hui, l'écran nous isole. Quand on est tous avec nos smartphones dans des lieux publics à regarder notre écran, on est complètement isolé du monde extérieur. On ne voit pas à travers. Et là, l'écran, au contraire, nous rend visibles, en fait, nous rend de nouveau présents, en fait, dans l'espace. Et nous permet d'avoir une interaction avec cet espace-là, avec ces personnages-là. Et dans les extraits vidéo que vous avez vus, il n'y a qu'une personne qui interagit, mais c'est une œuvre dans laquelle il peut y avoir plusieurs personnes qui interagissent en même temps devant l'œuvre, dans cet espace-là, en fait.